Nous sommes le 22 novembre 1986, lors du bien nommé Judgment Day. Mike Tyson vient d'exécuter Trevor Berbick en 2 petits rounds pour devenir, à 20 ans seulement, le plus jeune champion du monde poids lourd. C'est un moment iconique qui aurait dû marquer l'avènement du plus grand boxeur de tous les temps. Mais qui, à cause d'une décision inconsidérée, va provoquer son déclin inexorable et le début d'une longue, très longue, descente aux enfers. À bien des allures, cette scène a tout de ce qu'on appelle un pacte faustien. Avant de devenir un célèbre personnage de la littérature, Faust est un obscur alchimiste allemand du début du XVIe siècle. Un homme profondément cupide, avide de pouvoir et de connaissances. Selon la légende, sa quête l'aurait poussé à se tourner vers la magie noire. Un démon nommé Méphistophélès lui aurait alors proposé un marché, une vie de jouissance, un accès au savoir absolu et une richesse illimitée en échange d'une seule petite chose. Une chose immatérielle et apparemment dénuée de toute valeur. Sans hésiter, Faust accepte, inconscient qu'il venait de vendre ce qu'il avait pourtant de plus précieux. Une chose si précieuse qu'aucun bien, ni aucun plaisir éphémère ne pourra jamais remplacer. Son âme. Mais revenons à notre Judgment Day. Pourquoi s'agit-il d'un pacte faustien ? Car comme Faust avant lui, Mike Tyson s'apprête à vendre son âme au diable. À un détail près, le Méphistophélès de la boxe ne porte pas de cornes, mais une grande tignasse blanche. Et il s'appelle Don King. Don King est à la fois le promoteur le plus couronné de succès et le plus controversé de l'histoire de la boxe. Une histoire qui, vous en conviendrez, ne manque pourtant pas de personnages controversés. C'est simple. Du milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 2000, Don King a monté les combats les plus médiatiques et les plus rentables, principalement pour lui-même. En plein âge d'or de la boxe, il a travaillé avec les plus grands. Mohamed Ali, Joe Frazier, George Foreman, Roberto Duran, Mike Tyson, Evander Holyfield, Félix Trinidad, Julio César Chavez et même Christy Martin. Avec une constante, il les a tous escroqués à un moment ou à un autre. Ce qui a d'ailleurs inspiré à Larry Holmes ce trait d'esprit assez génial. Don King est le roi de l'égalité des chances. Il baisse tout le monde. Mais la liste de ses larcins et des crimes qui lui sont reprochés est loin de se résumer à ça. Fraude, évasion fiscale, abus de biens sociaux, détournement de fonds, pratiques commerciales déloyales, intimidation, association de malfaiteurs et même meurtre au pluriel. Au vu et au su de tous, Don King est un criminel de la pire espèce, doublé, il faut bien le reconnaître, d'un génie du mal. Mais comment une petite frappe de Cleveland a pu se hisser au sommet de la boxe mondiale ? Comment a-t-il réussi à conserver sa place malgré sa mauvaise réputation et les très nombreux scandales qui ont émaillé sa carrière ? Et surtout, pourquoi ? Pourquoi est-il encore là, à 94 ans, libre et richissime, alors que la plupart de ses associés ont mal terminé ? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre. Vous êtes sur Boxing Academy. Et aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du Méphistophélès de la boxe, Don King. Don King is one of the brightest people I've ever met. He's one of the most charismatic people I've ever met. He is also totally amoral. Don't be an ever-word, man. You are nothing. You are nothing. Don's hair, his jewelry, is all an act. It's to confuse, it's to obscure, it's to de-arm people. Anytime. My man. Yeah, I got it. This is supposed to be my black brother, right? He's just a bad man. He's a real bad man. I'm going to retire the heavyweight champion of the world. He would kill his mother for $1. The root of all evil is money. And that's what he is, an evil man. Avant de découvrir la suite de la vie et des crimes de Don King,
Sachez que le Don est le personnage central du 8e chapitre de notre livre « La boxe c'est quoi ?». Vous y retrouverez des histoires qu'on a déjà traitées sur la chaîne, d'autres inédites. Le tout sous la plume et le punch de Nicolas Zessler et avec le coup de crayon pop de Ferry Gouve. Le livre est disponible sur le site de la Fnac ou directement sur notre site dont le lien est en description. Merci d'avance pour votre soutien et on passe à la suite de la vidéo. Il y a une phrase qui dit qu'on ne vient jamais à la boxe par hasard, que ce sont les coups reçus dans la vie qui forgent un boxeur. Des coups, Don King en a reçu pas mal. Il en a donné encore plus. Et s'il n'est jamais monté sur un ring, il n'en demeure pas moins un boxeur dans l'âme. Notre histoire débute à Cleveland, Ohio. C'est dans cette ville industrielle du Midwest des États-Unis que Don King voit le jour le 20 août 1931. Donald est l'avant-dernier d'une fratrie de 6 enfants. Descendant d'esclaves, il grandit au sein d'une famille afro-américaine extrêmement pauvre dans un pays qui, à l'époque, pratique encore la ségrégation. Autant dire qu'il ne part pas avec les meilleures chances dans la vie. D'autant plus qu'il va vite être confronté à un drame qui va brutalement changer le cours de son existence. Donald a 10 ans quand son père meurt dans l'explosion d'une aciérie. Même si elle reçoit une petite compensation financière, la famille King, dont la plupart des enfants sont encore en bas âge, se retrouve privée de sa figure paternelle et de sa principale source de revenus. Il faut en trouver une autre. Pour subvenir aux besoins des siens, Hattie, la mère de Donald, se met à vendre des tartes et des cacahuètes grillées aux habitants du quartier. C'est un petit business précaire. Idéalement, pour mettre à manger sur la table au moins une fois par jour, il faudrait qu'il rapporte un peu plus. Mais pour ça, il faudrait augmenter les ventes. Donald réfléchit à une solution et il finit par en trouver une. Avec ses frères, Don se met à glisser des numéros dans chaque paquet de cacahuètes. Certains d'entre eux peuvent directement être échangés contre des lots de moindre importance. Mais pour obtenir une plus grosse récompense, il faut composer une suite et donc acheter plusieurs paquets et prier pour tomber sur les bons. Sauf que Donald sait pertinemment quel paquet contient quel numéro. Alors, il s'arrange pour que le gros lot tombe une fois de temps en temps. Assez rarement pour ne pas perdre de l'argent, mais suffisamment régulièrement pour que les acheteurs ne se découragent pas. Et comme les gens du coin sont peu éduqués et qu'ils ont tendance à croire en la bonne foi des jeunes du quartier, ils n'y voient que du feu. Ils sont même suffisamment naïfs pour parier sur quel numéro va tomber et quand. Des paris que les Kings enregistrent avec grand plaisir, évidemment. Encore mineur, Donald transforme la petite entreprise familiale de tartes en une loterie souterraine. Tricher, mentir, vendre du rêve et profiter de sa propre communauté. On retrouve là tous les marqueurs de ce qui fera la méthode Don King. Et déjà à l'époque, ça fonctionne. Ça fonctionne si bien que Donald n'a plus à s'inquiéter pour la survie de sa famille. Mais le problème, quand on n'a rien et qu'on se met à gagner un peu d'argent, c'est qu'on y prend goût. En 1949, Don King a 18 ans. C'est un garçon très vif et particulièrement doué avec les chiffres, au point où il obtient une bourse pour étudier à l'université. Et ça, au vu de son origine sociale et de sa couleur de peau, c'est une anomalie. À l'époque, du fait de la ségrégation, très peu d'Afro-Américains accèdent à l'enseignement supérieur. Pour faire partie des rares élus, il faut vraiment avoir de la chance et manifester une intelligence largement au-dessus de la moyenne. Donald a alors l'occasion de s'extirper de sa condition et de gravir l'échelle sociale. Lui, le jeune orphelin de père des ghettos noirs de Cleveland, peut réaliser le rêve américain. Sauf que par définition, un rêve n'est qu'une chimère, une douce illusion souvent bien loin de la réalité. Don King ne va pas tarder à le découvrir. Sur les bancs de la fac où il étudie le droit, ironique quand on connaît la suite de son parcours, Donald comprend une chose fondamentale. La société américaine est ainsi faite qu'il aura beau travailler comme un dingue,
obtenir son diplôme et devenir un excellent avocat, il sera toujours ramené à sa couleur de peau. À compétences égales, il n'obtiendra jamais les mêmes opportunités de carrière qu'un blanc. Que peut-il espérer dans une société aussi inégalitaire ? Au pire, il deviendra un minable avocat commis d'office. Au mieux, il défendra des clients afro-américains sans un sou et qui de toute façon avec une police et une justice à charge n'ont aucune chance de gagner leur procès. Alors, à quoi bon ? À quoi bon suivre les règles quand les dés sont pipés ? Don King ne va pas s'entêter à acheter des paquets de cacahuètes alors qu'il est bien placé pour savoir qu'il ne tombera jamais sur le bon numéro. Donc, il quitte l'université pour retourner là où il peut jouer selon ses propres règles, dans la rue. Donald dédie sa vingtaine à gravir les échelons de la délinquance. En quelques années, il passe de simple rookie escroc à la petite semaine à dirigeant d'un vaste réseau de paris clandestins. Les affaires sont florissantes. À ce moment-là, il a tout ce dont il a toujours rêvé. L'argent, le pouvoir, mais il lui manque encore une chose, le respect. Or, quand on est criminel, le meilleur moyen d'obtenir le respect, c'est par la crainte. Et pour être craint, il faut consentir à se salir les mains. En 1954, alors que 3 hommes tentent de l'escroquer, King ouvre le feu. L'un d'eux est tué sur le coup. À l'époque, les black-on-black crimes n'intéressent pas les juges. L'acte est qualifié de légitime défense. Don King repart libre du tribunal. Il a eu de la chance. Il en aura relativement moins 12 ans plus tard. En 1966, Donald bat à mort un homme qui lui devait $600. Cette fois, il est condamné. Il écope de 4 ans de prison. 4 petites années pour avoir pris une vie à cause de 600 malheureux petits dollars. Durant son incarcération, Donald réalise qu'il est en train de gâcher son talent. Il a presque 40 ans et il n'a rien accompli de notable. S'il continue sur cette voie, il va inévitablement retourner en prison. Ou pire, finir au cimetière. Il doit trouver un autre chemin. Selon la légende, ce chemin se serait révélé à lui un soir dans sa cellule. Ses cheveux se seraient alors dressés sur sa tête pour ne plus jamais redescendre. Révélation divine ou histoire à dormir debout, quoi qu'il en soit, une fois dehors, Don King est bien décidé à changer de vie. Fini les paris, terminer la rue et ses mauvaises fréquentations. Il veut maintenant devenir un businessman respectable. Pour autant, qui a dit qu'il allait changer ses bonnes vieilles méthodes ? On est au début des années 70. Don King a la petite quarantaine et il est désormais l'heureux propriétaire d'un bar-discothèque à Cleveland. Les affaires sont bonnes, mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Parce qu'il a un nouvel objectif, devenir promoteur de boxe. Dans le monde de la boxe professionnelle, le promoteur est la personne qui organise et finance les combats. Il négocie les contrats avec les boxeurs, réserve la salle, trouve des sponsors, vend les droits télévisés, quand il y en a, et assure la promotion de l'événement de manière à attirer un public le plus large et le plus fortuné possible. Son objectif est double, faire du combat un succès sportif, mais avant tout un succès commercial. C'est un métier hybride qui demande un sens des affaires, des notions juridiques, une maîtrise parfaite des outils de communication, une connaissance profonde de l'écosystème de la boxe et du flair. Un profil qui, dans le fond, colle plutôt bien à celui de Don King, sauf en ce qui concerne la boxe. Don King n'est peut-être pas un puriste du noble art, mais il a remarqué un truc. Beaucoup des meilleurs boxeurs au monde sont afro-américains, et ils sont tous, sans exception, représentés par des blancs. Face à ce terrible constat, Donald pense qu'il a un coup à jouer. De base, les promoteurs n'ont pas très bonne réputation. Tous ne sont pas pourris, bien sûr, mais beaucoup profitent de leur statut pour escroquer leurs boxeurs, que ce soit pour leur propre compte, voire pour celui de la mafia. De riches blancs qui exploitent la force de travail de jeunes prolétaires noirs. Disons que le rapprochement avec l'esclavage se fait assez naturellement. D'autant plus dans le climat social de l'époque. Avec la guerre au Vietnam, le mouvement pour les droits civiques et les assassinats successifs
de Malcolm X et du pasteur Martin Luther King, les tensions raciales aux États-Unis n'ont jamais été aussi vives. Dans ce contexte, Don King est persuadé qu'un boxeur noir sera toujours plus enclin à faire confiance à un promoteur issu de sa propre communauté qu'à un promoteur blanc. Mais avant de penser à signer un boxeur, il faut d'abord se faire une place dans ce milieu très fermé. Don King a confiance en ses qualités businessman, mais il a aussi conscience de ses propres lacunes, notamment en ce qui concerne la boxe. Il se rapproche alors de Donald Elbaum, un célèbre promoteur originaire de Cleveland, connu pour avoir travaillé avec Sonny Liston et Floyd Patterson. À son contact, Don apprend les ficelles du métier. Quelque temps plus tard, il se sent fin prêt. Mais pas question de commencer au bas de l'échelle. Non, au contraire, il veut directement nager dans le grand bain au milieu des requins. Alors, il vise ce qui se fait de mieux à l'époque, Mohamed Ali. Mais pour se rapprocher de Mohamed Ali, Don King joue de ses contacts et fait preuve de beaucoup de culot. Dans un premier temps, il se lie d'amitié avec le chanteur Lloyd Price, un habitué de son bar-discothèque et un intime du Greatest. Ceci fait, il organise un gala de charité. Et là, il n'hésite pas à voir les choses en grand. Il invite Marvin Gaye, Lou Rawls, Wilson Pickett. L'idée, c'est de réunir les plus grandes stars de la black culture autour d'une bonne cause. He says, Don Elbaum. He said, let me tell you something, Don. He says, my name is Don King, and there's a black hospital that's in a lot of trouble here in Cleveland, and we've got to save it. Sauver un hôpital de banlieue au bord de la faillite. C'est une cause noble, donc difficilement refusable pour des personnalités aussi engagées. C'est pourquoi beaucoup répondent gracieusement à l'appel, dont Mohamed Ali. L'événement est un succès retentissant. Il génère des milliers de dollars. Non pas pour l'hôpital, qui n'en verra jamais la couleur et finira par mettre la clé sous la porte, mais bien directement dans les poches de Don King. En plus de se constituer un petit capital, le Don s'attire également les bonnes grâces de Mohamed Ali. Pour cause, Donald sait se montrer charmant. C'est un vrai bonimenteur. Il a de l'esprit, il est drôle, c'est un flatteur né qui vit entre deux mondes. C'est un bilingue qui maîtrise aussi bien la langue de la rue que celle des dîners mondains. Il peut s'adapter à n'importe quel auditoire, feindre d'avoir de la culture ou de s'intéresser à vous. Bref, il a l'art et la manière de manipuler les gens, même les personnalités aux égos aussi démesurés que Mohamed Ali. Grâce à ça, Don King est désormais un personnage identifié dans l'univers de la boxe. Mais il doit encore faire ses preuves en tant que promoteur. Ça tombe bien parce qu'il a un nouveau projet, organiser le plus grand combat de tous les temps. En 1974, le champion du monde poids lourd ne s'appelle pas Mohamed Ali, mais George Foreman. À ce moment-là, Foreman affiche un bilan immaculé de 40 victoires pour 37 KO, dont un retentissant sur Joe Frazier, le grand rival de Mohamed Ali. L'affrontement entre le champion en titre et le People's Champs semble alors inévitable. Les enjeux sportifs et financiers sont juste démentiels. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Tous les promoteurs du pays rêvent d'organiser ce combat. C'est une course à qui alignera le plus de zéros. Et contre toute attente, l'enchère est remportée par nul autre que Don King. Pour mettre sur pied son premier combat en tant que promoteur, le Don promet aux deux boxeurs pas moins de 5 millions de dollars. Une somme gigantesque, qu'il n'a bien évidemment pas en sa possession. Dos au mur, King a quelques semaines pour réunir les fonds. Il a alors une idée, faire financer le combat par un gouvernement étranger. En 1974, Joseph Désiré Mobutu est à la tête du Zaïre depuis une dizaine d'années. Il a pris le pouvoir suite à un coup d'État soutenu par la CIA qui souhaitait éviter que cette ancienne colonie belge ne tombe dans la sphère d'influence soviétique. Au fil des années, son exercice du pouvoir s'est fait de plus en plus autoritaire et sanglant. Pour consolider et légitimer son régime, Mobutu lance la politique dite de la zaïrianisation. Officiellement,
il s'agit de renouer avec une authenticité précoloniale. C'est une politique globale qui touche tous les pans de la société, à la fois économique comme culturelle. Et à l'époque déjà, le sport constitue un enjeu majeur. Alors quand Don King contacte Mobutu pour financer le combat entre Ali et Foreman, le dictateur accepte sans hésiter. En accueillant un événement d'une telle ampleur, il a l'occasion de briller sur la scène internationale en montrant un Zaïre fort et fier de sa culture. Et c'est là que réside tout le coup de génie de Don King. Parce qu'en organisant le combat en Afrique, le promoteur contente également la communauté afro-américaine dont Mohamed Ali est l'un des principaux leaders et dont la doctrine dite du Black Power se révèle finalement très proche de celle du Zaïre. Les intérêts se rejoignent tellement que l'union semble presque naturelle, mais il fallait y penser. C'est du gagnant-gagnant. Enfin, surtout pour Don King, car le promoteur va évidemment en profiter pour s'en mettre plein les fouilles. Des années plus tard, le chanteur Lloyd Price expliquera ne pas avoir reçu un seul centime pour son rôle d'associé à 50-50 dans le combat. To this day, and that was in 1974, I haven't got paid. Even though I was locked into a letter of credit. Mohamed Ali, quant à lui, estimera avoir été floué de plus d'1 million de dollars par son promoteur. Du Don King dans le texte. On ne va pas revenir en détail sur le Rumble in the Jungle et ses nombreuses péripéties. Si vous souhaitez en savoir plus, on a sorti une série de 3 flashbacks sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un succès planétaire. En instrumentalisant la lutte pour l'émancipation des Afro-Américains et en acceptant de faire la publicité d'un régime dictatorial, Don King réussit le tour de force d'organiser ce qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand combat de tous les temps sans débourser le moindre dollar de sa poche. Organiser un combat n'est finalement pas si différent que de vendre des cacahuètes aux gens du quartier. Dans les deux cas, il profite de la confiance des gens de sa communauté pour arnaquer tout le monde. C'est d'un cynisme. En bon Machiavel de la boxe, King continue sur sa lancée. 1 an plus tard, il fait la pub d'un autre dictateur, Ferdinand Marcos, en organisant aux Philippines le 3e acte de la rivalité légendaire entre The Greatest et Smoking Joe Frazier. Fort de ces 2 immenses succès, Don King est désormais le promoteur numéro 1 dans le monde. Son empire ne cesse de croître. Tout le monde veut travailler avec lui. Des ghettos noirs de Cleveland, il s'est hissé jusqu'au sommet. Mais maintenant, une question demeure. Comment y rester ? Don King est un joueur dans l'âme. Il aime les paris, mais il déteste le hasard. Sa botte secrète, c'est de toujours avoir une option des 2 côtés du ring. Tout au long des années 80, alors qu'il verrouille la division poids lourd, King multiplie les contrats promotionnels avec une dizaine de prétendants à la fois. Larry Holmes, Tim Witherspoon, Tony Tubbs, Pinkle Thomas. Quitte parfois à venir avec un boxeur et à repartir avec un autre. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Dans le fond, peu importe qui repart avec la ceinture ou avec un œil au beurre noir, car King, lui, triomphe toujours. Pile, il gagne. Face, il gagne aussi. Comme avec les paquets de cacahuètes. En affaires, il n'y a pas d'ego ni de ressentiment. Les adversaires d'hier feront d'excellents alliés. Et inversement. Ce principe atteint son paroxysme avec Mike Tyson. Mike Tyson, double shot power! Après avoir œuvré dans l'ombre pour freiner son ascension, qui menaçait l'hégémonie de ses poulains, Don King profite de la mort de Jim Jacobs, le co-manager historique du Dynamite Kid, pour mettre la main sur le jeune champion du monde. Mike Tyson, qui se retrouve orphelin une nouvelle fois après l'abandon de ses parents et les décès successifs de ses 2 mentors, est alors au plus mal. Il est isolé et fragile. Son mariage chaotique avec Robin Givens n'arrange rien à la situation. En bon prédateur, King flaire en lui une proie facile. Il s'invite aux funérailles de Jacobs, en profite pour gagner la confiance du boxeur, puis écarte méthodiquement Bill Cayton, l'autre manager historique de Tyson. Sans le savoir, Iron Mike vient de signer un pacte avec le diable. Car King a beau le rendre au moins un temps
immensément riche, dans les faits, il ne prend pas soin de lui. Contrairement à Cus D'Amato, Don ne cherche pas à contenir les penchants autodestructeurs de son protégé. Au contraire, il les exploite, voire les encourage, de manière à garder une emprise sur son combattant. Une relation toxique qui va en partie provoquer la chute de Iron Mike. Tyson est une bombe à retardement. Don King en a pleinement conscience et il compte bien faire un maximum d'argent avant qu'elle n'explose. Pour donner à ses combats une ampleur identique, King trouve un partenaire à son image, Donald Trump. Ensemble, les deux hommes font d'Atlantic City une nouvelle capitale du noble art. Mais ça, on vient de vous le raconter en vidéo. Leur partenariat atteint son apogée en 1988. Dans les propriétés du magnat de l'immobilier, Tyson combat successivement Larry Holmes puis Michael Spinks pour des montants records. Les casinos de Trump tournent à plein régime. Plus de 340 millions de dollars de recettes de jeu rien que sur le week-end du combat contre Michael Spinks. La boxe n'est plus qu'un prétexte, un appât à parieurs fortunés, un paquet de cacahuètes dans lequel on planque un numéro. Et au milieu de cette machine à fric, on distingue toujours la même silhouette. Cette crinière électrique, avec ses chemises en jean aux couleurs du drapeau américain, ses bagues rutilantes, son sourire ultra bright et son sempiternel « Only in America » hurlé à chaque conférence de presse. King a compris un truc essentiel avant tout le monde. Par le passé, les promoteurs étaient des hommes de l'ombre, mais dans le monde sport-spectacle, ils peuvent être une attraction plus grande encore que les athlètes eux-mêmes. Le public ne vient pas voir la star montante du noble art, mais le nouveau poulain de Don King. King n'a plus besoin d'un Ali ou d'un Tyson, parce qu'il est devenu sa propre égérie. Et il n'hésite pas à en faire des tonnes, du moment que ça divertit les foules. Don King, c'est cet anti-héros qu'on adore détester. On sait que c'est un vilain, mais dans le fond, on l'aime bien, parce qu'il est drôle. Sauf qu'on oublie que derrière ce personnage, tout droit sorti d'un cartoon, se cache un businessman impitoyable. Même des décennies plus tard, la petite frappe de Cleveland a gardé le même modus operandi. S'attaquer aux plus faibles, ceux qui n'ont pas les armes pour se défendre. La boxe étant ce qu'elle est, une grande partie des boxeurs qu'il signe sont issus de milieux extrêmement défavorisés. Ils ont été peu ou pas scolarisés. Parfois, ils sont carrément illettrés. King en joue et structure ses contrats en conséquence. Il ajoute des clauses en bas des pages. Vous savez, ces fameuses clauses ultra contraignantes qu'on accepte sans lire et qui de toute façon sont écrites dans un jargon juridique incompréhensible. Il calcule les pourcentages sur des bases obscures et systématiquement à son avantage, bien sûr. Des pratiques commerciales douteuses qui lui vaudront plusieurs plaintes. De la part de Mohamed Ali, Larry Holmes, Mike Tyson, Tim Witherspoon, Lennox Lewis, Terry Norris, Chris Bird, Ricardo Mayorga, Bernard Hopkins. Et ça, c'est uniquement ceux qui ont eu le courage de porter plainte. Sinon, la liste est encore plus longue. Ce n'est pas pour rien que Jean-Marc Mormec l'a fui au bout d'1 an. Et quand King n'escroque pas ses boxeurs, il escroque carrément le gouvernement américain. En 1984, il comparaît pour évasion fiscale, fausse déclaration fiscale et complot. 10 ans plus tard, pour fraude à l'assurance et fraude électronique. Mais il s'en sort toujours par une pirouette. Soit il trouve un accord avec le parti adverse, moyennant un gros chèque, soit il est carrément acquitté. Quand c'est le cas, il n'oublie pas de remercier grassement les jurés en leur offrant des billets d'avion en première classe ainsi que des places ringside. Don King n'a pas eu besoin de terminer ses études de droit pour comprendre que l'argent achète tout, même la justice. Pourtant, réduire Don King à un simple escroc serait une grave erreur, car malgré ses défauts, il a aussi des qualités indéniables. On en a déjà cité quelques-unes, mais il y en a une dernière dont on n'a pas encore parlé, celle de déceler le talent chez les autres. En 1993, quand Christy Martin, une boxeuse originaire des Appalaches, fille de mineurs de charbon, frappe à sa porte, Don King
accepte de lui donner sa chance à une époque où la simple idée qu'une femme puisse boxer provoque l'hilarité de l'Amérique puritaine. Mais Don King, lui, la prend au sérieux, voit son potentiel et la programme sur la même carte que Mike Tyson. Le pari paie au-delà de toute espérance. Christy Martin devient une star, la première boxeuse à faire la couverture de Sports Illustrated. King vient sans le vouloir de légitimer la boxe féminine aux yeux du grand public. Cet éclair de génie est dénué de toute conviction féministe. Il faut y voir la même logique que derrière le Thriller in Manila ou le Rumble in the Jungle. Don King se fout éperdument de développer la boxe féminine, comme il n'en a cure de faire la promotion d'un régime dictatorial. Avec lui, la morale n'entre pas en compte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise cause. La seule qui compte, c'est la sienne, l'argent. Et à ses yeux, l'argent n'a pas d'odeur, ni d'origine, ni de genre, ni de religion. Mais il a des conséquences. Dans son insatiable quête de richesse, Don King a fait énormément de victimes, directes comme collatérales. Le cas Mike Tyson en est l'illustration la plus brutale. Une fois les premiers ennuis judiciaires arrivés, Don King n'a pas hésité une seconde à lui tourner le dos, puis à reprendre contact plus tard pour mieux le rejeter ensuite. Mais Mike Tyson n'est pas le seul dans ce cas. Pour se sortir de la misère, Don King a gravi une montagne de cadavres qu'il a lui-même empilés. La plupart des gens qui ont eu le malheur de pactiser avec lui ont terminé ruinés, voire pire. Et comme dans le mythe de Faust, Méphistophélès, lui, a continué sa route. C'est ainsi qu'à 94 ans, Don King coule des jours paisibles, en semi-retraite, sans avoir de compte à rendre ni à s'inquiéter pour ses crimes. Le diable de la boxe est remonté des enfers pour y envoyer tous les autres à sa place, only in America. You may hear him. Down goes Frazier. That means kill him.